Mesdames, Messieurs, bonjour. Depuis le club de la presse Kin RDC, siège de deux médias belges, les amis de Wechi de Belgique et Congolais de Belgique Magazine, nous recevons ce jour un avocat qui, en ce moment, est à Paris, avec qui nous allons faire notre émission en duplex. Et il s'appelle Maître Oscar Mobiaye. Nous l'avons déjà reçu plusieurs fois dans nos émissions. Nous l'avons déjà reçu à partir de Lille, chez lui, à partir de Bruxelles, et même à partir d'ici à Kinshasa. Une fois, on s'était rencontré au palais de justice de Kinshasa. Et nous l'avons reçu. Et donc, ce n'est pas un inconnu pour ceux qui sont habitués à suivre nos émissions. Et donc, avant d'aller encore une fois en profondeur, je vous dis d'abord pourquoi est-ce que nous sommes à Kinshasa alors que notre résidence habituelle c'est en Belgique. Eh bien, pour une raison très simple. Avant l'alternance en RD Congo, en ce qui est des actions pour le changement, au pays, on disait quelles sont les actions prévues par la diaspora. Mais après l'alternance, dans la diaspora, les gens se disent mais quelles sont les dernières nouvelles au Congo? Autrement dit, le centre d'impulsion de la vie du Congo est désormais à Kinshasa. C'est ainsi que nos deux médias ont décidé d'être désormais présents à Kinshasa, sur terrain. Et sur terrain, justement, c'est là où il y a le fameux problème de la justice. Lors de l'alternance, les gens avaient un espoir. Ils avaient un espoir du changement en général, dans tous les domaines, entre autres dans le domaine de la justice. Et nous allons donc nous entretenir avec Maître Oscar Mobiaye par rapport à la justice, parce que lui, il est avocat. Et donc, nous lui lançons directement la première question. Maître Oscar Mobiaye, du point de vue de la justice, d'après vous, quels avaient été les espoirs suscités dans la population lors de l'alternance au pouvoir au sommet de l'État? Merci beaucoup, M. Tchekfika, de cet honneur que vous me faites de pouvoir parler à nos compatriotes. Alors, pour répondre à votre question, quel espoir qu'avait le peuple avec l'alternance? Je vous ramène à l'exposé des motifs de notre Constitution, essentiellement à son point 6, où il est clairement dit que l'objectif principal de la Constitution, c'était la rupture. Sans faire le passé et l'histoire, la rupture, c'est avec les régimes du passé. Et cette rupture se caractérise par mettre fin à l'impunité et à mettre en place un état de droit. Et on ne peut pas parler d'un état de droit sans la justice. Et donc, il était tout à fait normal que le peuple puisse acclamer de ce demain l'arrivée au pouvoir de M. Tshisekedi, dont le père politique avait fait d'un état de droit son cheval de bataille. Donc l'espoir, c'est de voir un état de droit s'implanter dans notre pays. Voilà un peu le grand espoir. Bien, merci Maître Mobiaye. Effectivement, et ce n'est un secret pour personne, la rupture, c'est aussi ça. Ce n'est pas pour rien que le peuple n'a pas voulu de Joseph Kabila, c'était entre autres ça. Maître Mobiaye, maintenant, Tshisekedi démarre son mandat. Quels ont été les premiers signes positifs que vous avez pu déceler en ce qui est de la justice? Bien écoutez, les premiers signes positifs, ça a été le procès en cascade auquel on a assisté avec les poursuites de ceux qu'on appelle, à l'époque, qu'on appelait les intouchables. Donc les dirigeants politiques qui hier ne pouvaient pas se voir poursuivis devant la justice. Donc il n'y avait pas égalité de tous devant la loi. Mais avec Tshisekedi, on a vu que même ses plus proches ont été poursuivis. Donc il y a eu cascade de procès dit de 100 jours et avec l'acteur principal ou l'auteur principal célèbre qui était M. Kamere, le directeur du cabinet du chef de l'État, donc l'ex-directeur du cabinet du chef de l'État. Et un autre acteur majeur dans ce procès marquant la rupture,
C'est le procès dit de Bokangalonzo avec l'ex-premier ministre Matata Ponyo. Voilà, ce procès-là symbolisait la fin de l'ancien régime et le passage au nouveau régime et marquait la rupture comme l'exige notre constitution. Merci bien, Maître Moubiaï, d'avoir rappelé un peu ces procès qui ont suscité beaucoup d'intérêt dans la population. On rappelle que le procès dit des 100 jours avait été médiatisé, suivi à la télé et en direct durant longtemps. Voilà. Monsieur Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2019. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Dites-moi, maître, aujourd'hui, la dynamique, cette dynamique continue-t-elle ou pas? Cette dynamique d'arrêter des intouchables? Non, mais malheureusement, cette dynamique a été cassée parce que le procès des uns et des autres, ça a accouché d'une souris. M. Kamere a été acquitté et M. Matata Ponyo et la justice congolaise se trouve en impasse puisque l'on ne trouve pas un juge pouvant le juger. Et avec le premier arrêt de la Cour constitutionnelle, le RP 001 de 2021, du 15 novembre 2021, la Cour constitutionnelle s'est malheureusement déclarée incompétente et ce qui a entraîné que M. Matata puisse se retrouver devant la Cour de cassation, laquelle à son tour a retourné le dossier au niveau de la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle puisse l'éclairer sur la portée de la Constitution, sur les deux fameuses formules à l'occasion ou à l'exercice de ses fonctions. Parce que vous savez que l'on est en train de se demander si Matata, en tant qu'ancien Premier ministre, peut être jugé pour les faits qui ont été commis alors qu'il était Premier ministre. Et donc, l'article 163 de la Constitution dit la Cour constitutionnelle est juge du Premier ministre pour les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion. Donc, la défense de Matata soutient que la Cour constitutionnelle ne peut juger qu'un ministre en fonction et non pas un ancien Premier ministre. Et l'arrêt qui est venu consacrer cette thèse-là, l'arrêt 001, qui est venu dire que la Cour était incompétente, a mis notre justice dans l'impasse. Et donc, pour répondre à votre question, la dynamique engagée par M. Tshisekedi se trouve aujourd'hui cassée du fait des juges qui rendent les décisions qui paraissent totalement décalées de la réalité de droit. Maître Moubiaï, ceci est une émission de vulgarisation. Nous allons être un peu terre à terre, comme on dit. Il faudrait que les gens comprennent bien. Récapitulons. D'abord, des faits. Bokangalonzo, il y a eu des millions de dollars qui sont sortis. Est-ce que le projet a été réalisé ou pas? Bon, écoutez, le projet, l'on peut considérer qu'il n'a pas été réalisé si l'on s'en tient aux poursuites qui sont engagées contre M. Matata, qui était Premier ministre et qui avait initié ce projet. Oh, enfin, je ne sais pas si c'est lui qui avait initié ou pas, mais c'est lui qui était en charge de ce projet. Et donc là, on parle d'une grande somme d'argent à la hauteur de 200 millions de dollars qui auraient été détournés par le premier suspect, en l'espèce M. Matata. Donc, pour répondre à votre question, écoutez, le projet n'a pas été réalisé. En tout état de cause, ce parc agricole n'a pas vu le jour jusque-là. Bon, deuxième question. Les faits sont établis que le projet n'a pas abouti et que l'argent est sorti. Est-ce que celui qui a, comment on dit ça, instruit le dossier, il est arrivé à la conclusion selon laquelle le suspect numéro 1, c'était M. Matata Ponyo? Écoutez, vous m'interrogez comme avocat. Je note que la justice de notre pays a poursuivi M. Matata comme acteur principal
donc comme auteur principal de ce détournement. Le premier suspect, c'est M. Matata, et ce dernier doit être jugé. Maintenant, l'impasse avec de tergiversations pour dire que la Cour pénale... Oui, je vais arriver à l'impasse. Je reprends lentement par rapport aux auditeurs, aux téléspectateurs. Donc, il est établi, qu'il y avait un projet. Il est établi que l'argent est sorti. La justice a établi que le suspect numéro 1, c'était Matata Pogno. Maintenant, il faut le juger. Maintenant, la question qui suit, c'est qui doit juger M. Matata Pogno? Vraiment, très bonne question. Alors, qui doit juger M. Matata? D'abord, par rapport à M. Matata, il faut dire que Matata n'ayant pas agi seul, il y a des complices ou les co-auteurs. En droit pénal, comme M. le doyen Le Carbonnier le dit, les complices et les auteurs ou l'auteur sont comme cousus dans un même sac. Ça veut dire qu'ils subissent le même sort. Alors, M. Matata ayant été Premier ministre, l'article 163 de notre Constitution dit clairement, l'article 163 de la Constitution, si vous avez la Constitution, vous allez en prendre connaissance, dit clairement que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du Premier ministre. Et donc, M. Matata relève de la Cour constitutionnelle comme étant juge pénal. Malheureusement, celle-ci s'est déclarée incompétente alors qu'elle était, à mon avis, compétente. Voilà, c'est là où se trouve le problème maintenant. Je pense que, chers amis qui suivez cette émission, vous comprenez facilement là où se trouve le problème. C'est que dans la Constitution, on dit, vous avez été Premier ministre, vous avez commis des impairs, le jour où on devra vous juger. Parce qu'on vous juge quand on peut vous juger soit quand vous êtes en fonction, ou quand vous n'êtes plus en fonction. Mais vous avez été Premier ministre, et bien c'est la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle, comment ça s'était passé pour qu'il se présente à la Cour constitutionnelle? Il avait été convoqué? Dans la Cour constitutionnelle, il y a un parquet général près Cour constitutionnelle. Le parquet, pour qu'une personne se présente devant le juge, constitutionnel ou pas, classiquement, il faut faire simple, c'est le parquet qui mène les enquêtes, qui prépare les dossiers à partir du moment que le parquet trouve que la personne est susceptible d'avoir commis l'infraction recherchée. Ça veut dire qu'il y a des indices sérieux de culpabilité. À ce moment-là, le parquet saisit le juge. En l'espèce, pour le cas de Matata, le parquet général pré-cour constitutionnel a mené des enquêtes et est arrivé à la conclusion que M. Matata et ses complices il y avait des indices sérieux contre eux. Quand nous disons comme ça, c'est parce que quand le juge n'a pas encore condamné, toute personne est présumée innocente. Donc on ne peut pas considérer qu'il est coupable avant que le juge ne le dise. C'est pour cela que nous parlons au conditionnel. Alors le parquet, après avoir mené l'enquête, a trouvé qu'il y avait des indices sérieux de culpabilité et donc il y avait la possibilité que M. Matata puisse être celui qui a détourné l'argent du contribuable congolais, en l'espèce plus de 200 millions de dollars. Et donc, M. Matata étant suspect, le parquet l'a traduit devant le juge constitutionnel qui est le juge compétent pour juger un Premier ministre comme un ancien Premier ministre. Maintenant, là où il y a la difficulté, la défense de M. Matata est venue dire à la Cour constitutionnelle que la Cour n'était pas compétente. Malheureusement, la Cour constitutionnelle a suivi la défense et s'est déclarée à tort incompétente, alors qu'elle était compétente. Oui, maître, s'il vous plaît, je vous arrête un peu. Vous allez vite en besogne. Hein. Vous dites la Cour s'est déclarée à tort. Bon, nous y reviendrons. Mais le parquet près de la Cour constitutionnelle, si Matata n'était pas justiciable auprès de cette Cour, est-ce qu'ils sont à ce point idiots pour instruire un dossier tout en sachant que ce type n'est pas justiciable?
Ça, c'est une question de monsieur que tout le monde peut poser. Mais écoutez, il faut qu'on dise à tout le monde que le parquet, ce n'est pas une parole d'évangile. Le parquet est une partie au procès. Le procureur fait son travail. Mais le travail du procureur n'est pas nécessairement dit qu'il est dans la vérité biblique. Mais tout simplement, c'est pour cela qu'il y a les débats devant le juge. Et ce débat est tranché au regard de la loi. Et le parquet général préco-constitutionnel, nous avons le bonheur et la chance d'avoir un magistrat professionnel, qualifié de carrière, qui a une grande expérience. Et donc, je peux considérer qu'il avait raison d'avoir traduit M. Matata devant la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle, au regard des textes, à mon avis, reste compétente. Malheureusement, le juge n'a pas suivi le parquet. C'est le juge, en l'espèce, le président de la Cour constitutionnelle, qui n'a pas, l'ancien président, parce que dans notre temps, l'essor a réglé la situation de son premier président, qui, à notre avis, a commis une forfaiture en se déclarant incompétente. Donc, son sort ayant été réglé, aujourd'hui, nous avons, heureusement, encore une fois, un autre magistrat de carrière. Nous y arriverons, maître, nous y arriverons. Nous parlerons de ceux qui sont venus. Et une question toujours de compréhension. Donc, le procureur du parquet près la Cour constitutionnelle présente son dossier au juge de la Cour constitutionnelle. La défense vient et dit qu'on ne peut pas juger Matata parce que, contre toute attente, le juge va dans le sens de la défense. Le juge se déclare incompétent. Maintenant, quelle est votre interprétation par rapport à cette déclaration du juge face à ce qu'il dit lui-même être, qui se dit incompétent? Mon interprétation, je vous donne l'économie des textes. Vous avez l'article 163 de la Constitution qui dit que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du Premier ministre. Ok? Une fois que l'on a dit ça, l'article 164 de la Constitution énumère le nombre d'infractions pour lesquelles la Cour est compétente. Vous comprenez très bien que cela n'appelle aucun doute et n'entraîne aucun flou, la loi étant claire. En droit pénal, l'on dit, là où la loi est claire, les raisonnements s'arrêtent. À partir du moment que la loi a dit que les juges pénals constitutionnels et les juges du Premier ministre, tout était clair. Maintenant, simplement, quand vous descendez à l'article 164 ou 163 combiné, l'on vous dit que le juge constitutionnel, il est le juge du Premier ministre pour les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de ses fonctions. C'est là où il y a eu problème. Pour la défense de M. Matata, tenue par les professeurs du droit pénal congolais, a considéré que quand on dit pour les infractions commises dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion, cela signifierait qu'on ne peut pas juger un ancien Premier ministre. Donc, si vous avez été un Premier ministre et que vous commettez d'infractions, vous pouvez, une fois que vous avez démissionné, comme l'actuel Premier ministre peut voler, et une fois qu'il a quitté le pouvoir, on ne peut plus le poursuivre. Voilà un peu les raisonnements suivis par la défense de M. Matata et que malheureusement, à la tête de laquelle se trouve le professeur du droit pénal, et je pense que l'erreur a été aussi que le juge constitutionnel n'ait pas été suffisamment indépendant parce que le monsieur Nyabirungu, c'est celui qui enseigne le droit pénal pendant 30 ans et donc il se retrouve probablement devant ses anciens étudiants et que ceux-ci n'ont pas eu du recul nécessaire pour comprendre que monsieur le professeur, cette fois-ci, était dans une mauvaise direction, en tout état de cause, était dans une hérésie totalement de droit. Alors, l'argument qu'il avance, le premier argument important, est que pour lui, il estime que quand on a été ancien Premier ministre,
l'on ne peut plus être jugé par la Cour constitutionnelle. Mais ce raisonnement, il est tout simplement un raisonnement inepte, parce que l'on ne peut pas concevoir que l'on puisse commettre une faction et qu'on n'ait pas de juge. C'est ce qui étonne tout le monde. C'est ce qui choque l'opinion. Une fois qu'on a dit ça, du point de vue simplement d'ordre de logique simple, mais son premier argument qu'il prend en termes du droit, c'est de dire que pour poursuivre un Premier ministre, l'article 166 de la Constitution exige que le Parlement puisse faire un vote à 2/3 pour autoriser les poursuites. Et si on n'est plus Premier ministre, on ne pourra pas passer à ce vote-là. Voilà l'argument qu'il a avancé. Mais moi, je démontre tout de suite que cela est une hérésie, parce que quand vous prenez l'article 99 de la Constitution, il est clairement dit que l'on peut juger un ancien Premier ministre, parce que cet article 99 dit que après la fin de ses fonctions, le Premier ministre est tenu dans un délai d'1 mois de déclarer son patrimoine. S'il fait une fausse déclaration, il est poursuivi. Alors, c'est clairement qu'un ancien Premier ministre peut pénalement être poursuivi, et je renvoie à l'article 99. Donc, pour ne pas se perdre un peu dans le juridisme, il y a quelque chose qui étonne l'opinion, qui est que pour la justice congolaise, par l'arrêt 001 qui a été rendu, l'on a estimé que les juges constitutionnels est incompétent, et donc l'on s'est retrouvé dans une situation où la justice est en train de dire que l'on peut trouver une personne qui a volé, mais qui n'a pas de juge. Vous comprenez que c'est aberrant et c'est illogique, et ça ne répond à aucune logique. Et cela a conduit à un paradoxe qui est que, en droit pénal, on dit celui qui vole un œuf vole un bœuf. Et en droit congolais, avec cet arrêt, on aboutit à une logique paradoxale qui fait que celui qui vole un bœuf est libre, et ça c'est comme le cas de M. Matata, et celui qui vole un œuf, c'est que vous appelez les petits voleurs, et se retrouve à Makala. Ça choque la population. Maître, vous parlez avec conviction, vous vous référez à la Constitution, et ça semble clair. Pourtant, ceux qui diffusent ce que vous appelez des hérésies sont des professeurs d'université. Dites-moi, comment en arrive-t-il là? Pourquoi ils disent ça? Sont-ils conscients qu'ils sont dans l'hérésie, ou c'est des convictions, d'après vous? Donc vous savez, on dit qu'une science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. Et donc, quand un professeur doit dire ce que la science dit, maintenant quand vous avez des professeurs qui viennent vous dire ce que la science ne dit pas, nous n'avons pas d'autre explication, si ce n'est qu'à considérer qu'ils sont attirés par les intérêts privés, et donc les intérêts du ventre. C'est ce que les grands philosophes disent, qu'ils ont une inclination vers le bas. Je vous donne un exemple simple. Vous avez des professeurs qui sont illustrés sans citer leur nom, mais sinon, pour qu'on soit bien clair, ils vont se reconnaître. On sera beaucoup plus, parce que ce sont des hommes publics, et ce qu'ils ont dit, c'est de notoriété publique. On se permet quand même de dire que vous avez par exemple le professeur Mankouya qui vient vous dire que la Cour de cassation, en considérant qu'il y a eu une fin de non-recevoir, je pourrais expliquer ce que c'est fin de non-recevoir, et vous avez un professeur, il vient vous dire, alors que c'est un grand professeur d'université, il vient vous dire, mais écoutez, cette notion-là n'existe pas en droit, alors que c'est clairement une notion très importante du droit, et que l'on doit enseigner à tous nos étudiants, et c'est le BAB comme vous voulez, c'est très élémentaire, et chaque étudiant en droit doit connaître ce que c'est fin de non-recevoir. C'est dans les codes, c'est dans les livres, c'est enseigné. Mais vous avez un professeur qui vient vous dire que cette notion-là n'existe pas, pour l'intérêt de défendre M. Matata. On comprend que peut-être qu'il y a eu beaucoup d'argent en jeu, mais on ne pourra pas tolérer, et c'est inadmissible,
que les professeurs viennent contourner, viennent prêcher, viennent prêcher des hérésies. Et comme ils ont cette casquette des professeurs d'université et qu'on les considère comme les savants, leurs étudiants répètent ça et puis voilà, nous nous retrouvons à l'impasse de la justice. Vous avez, monsieur le professeur Nyabirungu du droit pénal qui vient vous dire, mais écoutez, on ne peut pas juger un ancien Premier ministre. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'on admet qu'un ministre peut voler et démissionner, et quand il démissionne, il devient ancien, et tout ce qu'il avait volé comme argent du contribuable, écoutez, ça va, on n'aura que les yeux pour pleurer. Et vous avez un autre, pas le moindre, qui du reste, j'ai beaucoup d'estime pour lui, c'est le prof Kaloba, qui était avocat dans le procès Kamere, et là, il avait bien trouvé qu'il y avait le détournement, qu'il a qualifié à tort intellectuel, parce que la notion du détournement intellectuel, il n'y a aucune infraction en droit pénal qui s'appelle détournement intellectuel. Et aujourd'hui, en droit congolais, tout le monde reprend auteur intellectuel, détournement intellectuel. Non, il n'y a pas le détournement intellectuel en droit. Voyez-vous, vous avez comme ça une série de professeurs qui viennent vous dire des choses que la loi ne dit pas. Alors, nous ne pouvons pas trouver d'autres explications. Nous ne pouvons pas considérer que les professeurs ignorent, mais ils connaissent, ils choisissent les intérêts privés au lieu de servir la justice. C'est pour cela le président de la République s'en était plaint, l'opinion s'en plaint également. Ne faisons pas de l'arrestation peut-être de fonds de commerce. Le chef de l'État me demande comment vous pouvez expliquer que la tradition ou la règle est devenue aujourd'hui, on arrête, on met sous map, on accorde la liberté provisoire. C'est quoi? Quelle est cette habitude-là qui est devenue pratiquement ancrée pour arrêter, et on sait que même là où il n'y a rien, mais l'arrestation a des conditions, collègues. Je demande à tous les collègues procureurs généraux qui sont là, je vous le demande, c'est un ordre. Et pour vous et tous les magistrats des parquets, arrêtez quand il y a réellement des indices sérieux de culpabilité, quand vous savez que la fuite de cet inculpé-là est à craindre, ou que l'ordre public sera perturbé par sa présence en liberté. Et quand vous avez de telles motivations, la liberté provisoire n'est pas en vue. Et avant de nous séparer, un détail. Le peuple, celui au nom de qui la justice est rendue et qui n'est toujours pas content. Dieu merci que le président a fait un nettoyage. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas prendre des précautions, demander à ce que le peuple, qu'est-ce que le peuple peut? Mais écoutez, M. Tchekfita, qu'est-ce que le peuple peut? Mais le peuple doit s'approprier de sa justice. Et pour cela, nous pouvons appeler à la prise de conscience de la société civile. Vous m'avez vu personnellement m'inviter dans le procès dit de 100 jours. Et il y a eu des interprétations à gauche, à droite. Mais je m'étais invité comme une association parce que je suis président d'une association de défense, l'ADSP, Association pour la défense des sans-parole. Et je sentais que la justice allait mal. De moi-même, je me suis invité dans ce procès-là de 100 jours, évidemment pour me constituer partie civile, parce qu'il est inadmissible que vous puissiez dire qu'il y a eu détournement des fonds publics, et finalement, ces fonds-là ne retournent pas à la caisse de l'État, et on ne les trouve pas. C'est pour cela que je me suis invité dans ce procès-là, pour me constituer partie civile, et demander la condamnation de ceux que j'appelle les voleurs de la République. Parce qu'au Congo, nous devons arrêter quand même cette hémorragie où vous avez 90% de la population dans la misère la plus noire, mais le détournement se fait toujours en des millions et les détourneurs, si vous me passez l'expression, ceux qui ont détourné se retrouvent libres. Cela est inadmissible. Et donc, je pense, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le peuple s'approprie de sa justice
Et je pense que l'émoi qu'il y a dans la population qui vous a conduit aujourd'hui à venir vers moi, c'est déjà une prise de conscience de notre peuple, mais ce peuple ne peut s'exprimer qu'à travers des associations que nous sommes, et il faudra aussi que le pouvoir, le chef de l'État, en commençant par lui-même, qui est magistrat suprême, puisse avoir un contrôle sur l'appareil judiciaire. Cela ne porte pas atteinte à la séparation du pouvoir, il doit le faire par le biais du ministre de la Justice. Et donc, voilà, il faut une prise de conscience de tout le monde, mais nous sommes très satisfaits qu'enfin, nous avons à la tête de la Cour constitutionnelle un magistrat de carrière qui, en même parce qu'on est président de la Cour constitutionnelle, en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, doit faire son boulot. Nous avons le procureur général pré-cour constitutionnel qui est un magistrat de carrière et qui avait eu à bien voir qu'il fallait qu'on juge les prévenus. Malheureusement, il n'a pas été suivi. Il y a lieu de se ressaisir aujourd'hui et en jugeant les prévenus. Donc, M. Matata doit être jugé. Et cela, il y a des solutions qui sont très techniques et je ne peux pas me permettre à pouvoir les expliquer ici. Maître Oscar Moubiaï, ça a été un plaisir pour Congolais de Belgique Magazine et l'info en ligne de Congolais de Belgique en ligne de vous recevoir pour clarifier un peu la situation de la justice aujourd'hui. Après l'arrivée du président Félix Tshisekedi, il y a eu de l'espoir. Et puis la dynamique s'est tassée et on se rend compte que dans l'opinion, le peuple n'est pas content. Dieu merci, vous l'avez dit, vous avez souligné, le président de la République a nommé d'autres magistrats. Nous pensons que cette nomination venait aussi du fait qu'il a constaté que quelque chose n'allait pas. Mais ce sont d'autres hommes qu'on a mis. Est-ce que nous devons leur faire confiance à 100%? Vous avez dit le peuple devrait également ouvrir l'œil et le bon en tant que s'organiser dans la société civile. Et donc, c'était un plaisir pour notre média. C'était une belle émission et nous pensons que vous, tous qui nous suivez, vous serez satisfaits, vous aurez des réponses à tous les questionnements que vous vous posiez par rapport à l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, nous remercions les techniciens qui sont à Paris et qui ont aidé Maître Oscar Moubiaï pour cette émission. Pour le cadrage, nous avions Philippe Watine, pour la lumière, Toc Pix, pour la technique, Tilou Mukendi. Et à Kinshasa, nous avions pour le cadrage Merveille Kankiezan et le montage sera réalisé par Platini Boukaka. Donc nous remercions tous nos assistants et peut-être qu'un petit mot de revoir, Maître Moubiaï, avant qu'on coupe. Maître Moubiaï. Écoutez, je vous remercie vivement de l'intérêt que vous avez porté à moi pour avoir cet honneur de pouvoir m'adresser à notre opinion qui n'a qu'un seul son de cloche. Je vous remercie vivement. Merci encore une fois, Maître Oscar Moubiaï. Merci, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers lecteurs. C'était l'entretien avec Maître Oscar Moubiaï, qui est avocat à Lille en France, mais qui actuellement séjourne à Paris. Nous avons réalisé cette émission en duplex, c'est-à-dire depuis Kinshasa, au Club de la Presse Kin RDC, et depuis Lille, au cabinet de Maître Oscar Moubiaï. Merci pour l'intérêt que vous accordez à nos émissions. Nous sommes à votre service. Restez fidèles à nos émissions et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission d'entretien.